Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier jeudi le président directeur général de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Elle est en Côte d'Ivoire suite à l'organisation du prix RFI Challenge dont la lauréate est l'ivoirienne Raïssa Banouro. La Côte d'Ivoire a participé à la 26e édition du sommet de l'élevage qui s'est tenu en France. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'élevage a rassemblé plus de 5000 visiteurs venus de 84 pays. Élection présidentielle au Libéria, l'ancien footballeur international George Weah serait en tête des premiers résultats provisoires, suivi de l'ancien vice-président d'Hélène Johnson Sirleaf. Il s'agit de Joseph Boakai. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier jeudi le président directeur général de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Elle est en Côte d'Ivoire suite à l'organisation du prix RFI Challenge dont la lauréate est l'ivoirienne Raïssa Banouro pour la réalisation de son application dénommée Lucie. Jérôme Kofi Abolin. Marie-Christine Saragosse au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce jeudi. La PDG de France Média Monde y a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Marie-Christine Saragosse dit avoir rencontré le chef de l'État dans le cadre du prix RFI Challenge remporté par une Ivoirienne du nom de Raïssa Banouro qui obtient à cet effet une enveloppe de 15 000 €. Nous sommes venus échanger avec le président à l'occasion du prix RFI Challenge App Afrique que nous avons lancé il y a quelques mois ici même à Abidjan et dont nous avons désigné la lauréate au cours d'une grande émission de 7 milliards de voisins et de voisines, une émission de RFI. Et il se trouve qu'en plus, la lauréate est une Ivoirienne et vraiment, c'était formidable. Elle a fait un projet dans le cadre du défi que nous avons lancé, comment, avec le numérique, améliorer l'éducation des filles. Et elle a fait un très beau projet d'application pour une alphabétisation des filles par le numérique. Et donc, nous lui avons remis un chèque de 15 000 € et elle va être, avec du tutorat, elle va pouvoir développer son projet. Et on espère que dans un an, du coup, ce sera mis au service des jeunes filles qui veulent s'alphabétiser. Et puis, on avait aussi abordé d'autres sujets. Nous venons de signer le fait que nous allons pouvoir diffuser en mandinquant, en plus du français, certaines tranches de programmes sur certains émetteurs de RFI et sur nos radios partenaires. Nous avons signé la convention avec la ACA. Et donc, nous allons pouvoir faire cela. Nous avons parlé TNT, enjeux économiques pour l'Afrique. Pour la présidente directrice générale de France Média Monde, c'est toujours un grand plaisir de revenir en Côte d'Ivoire et de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin, dans le domaine de la téléphonie mobile, le président de la République Alassane Ouattara a reçu le vice-président du directoire du groupe Maroc Télécom, actionnaire principal de la société de téléphonie mobile Move. L'audience est relative au lancement dans les jours prochains d'une campagne en synergie avec tous les opérateurs de téléphonie mobile dans lesquels Maroc Télécom est actionnaire. Maroc Télécom est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015 à travers sa filiale Move Côte d'Ivoire, qui se classe comme le 3e opérateur de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, après les sociétés Orange Côte d'Ivoire et MTN. Leader de la télécommunication sur le continent africain, Maroc Télécom a des filiales dans 9 autres pays d'Afrique. Reçu ce jeudi au palais présidentiel, le président du directoire de ce grand groupe marocain a exposé au président de la République Alassane Ouattara plusieurs importants projets et investissements en cours de Maroc Télécom en Côte d'Ivoire dans le but de parfaire la qualité de service offert par sa filiale ivoirienne et son grand projet de faire d'Abidjan l'axe central dans l'extension de son réseau de fibres optiques en Afrique et vers le reste du monde. Je suis venu rendre compte à son Excellence du chemin parcouru depuis quelques années. Nous avons privilégié l'investissement, un investissement massif, pour rendre les services disponibles pour la jeunesse, la population de ce pays frère
et pour les entreprises ivoiriennes qui sont les moyens de télécommunication qui permettent l'accès au savoir, à l'information, à la connaissance. Les choses n'iraient pas comme il se doit d'une manière moderne et conformément à ce qu'exige la situation actuelle de l'économie mondiale et de la mondialisation. Leader en Afrique, Maroc Télécom compte à son actif des participations majoritaires dans le capital de plusieurs opérateurs historiques dans le domaine des télécommunications sur le continent, sans compter ses nombreuses filiales dans le domaine de la téléphonie mobile. Avec un portefeuille abonné de 51 millions de personnes, en 2015, Maroc Télécom réalisait à la même date un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. Et c'est un reportage de Viviane Haïma et d'Awa Touré. Abidjan accueille depuis hier jeudi le forum Pharma Africa Expo qui en est à sa première édition. C'est le vice-président ivoirien Daniel Cablan-Duncan qui a procédé à l'ouverture des travaux qui vont durer 3 jours. 80% des Africains ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. C'est dire qu'il faut améliorer l'accès aux médicaments pharmaceutiques en Afrique. Conscients de l'urgence, les professionnels de la santé du continent sont réunis à Abidjan pour 3 jours à la faveur du premier salon Pharma Africa Expo. Une plateforme d'échange et d'affaires ouverte ce jeudi par le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Pharma Africa Expo est né d'une vision, celle de valoriser et de s'informer sur le savoir-faire africain et de plaider pour un meilleur encadrement dans ce secteur. Cette première édition de Pharma Africa Expo s'articule autour du thème « Nouvelles tendances pharmaceutiques et innovations thérapeutiques ». Les participants auront ainsi à plancher sur certains défis du secteur pharmaceutique, tels la réglementation, la lutte contre les faux médicaments, le système de distribution ou encore l'innovation. Vous avez le souci d'améliorer le système de santé, partant celui de l'accès des patients aux thérapeutiques de qualité. Le gouvernement ivoirien soutient votre initiative et vous indique que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la réforme et de l'innovation. Selon le vice-président Daniel Cablan-Duncan, la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays performant et innovant en matière d'offres, de soins et de médicaments. Pour ce faire, il sollicite la contribution du secteur privé. La demande à produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques est en forte croissance en Afrique et dans notre pays. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien lancent un appel pressant aux opérateurs de ce secteur à venir investir massivement dans la production de ce type de produits. C'est un secteur d'opportunités, porteur de croissance et créateur d'emplois. Son expansion permettra en outre de réduire la dépendance de nos pays africains vis-à-vis de l'extérieur. Par ailleurs, l'augmentation de la production permettra, entre autres, de réduire les coûts des médicaments et, par voie de conséquence, de lutter contre les marchés parallèles, de freiner la vente de faux médicaments. Il s'agit donc, on le voit, d'un véritable levier de développement. Selon les chiffres de la nouvelle pharmacie de la santé publique, la Côte d'Ivoire importe 90% de ses besoins en médicaments contre 10% seulement produits localement. Jérôme Kofi Abolinch, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, va apporter un appui financier de 315 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de ce programme a donné la nouvelle au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, qui est présent à Washington pour les assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international. Le compte rendu de notre envoyé spécial Adama Koné. C'est de tradition dans le monde de la haute finance. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se joue l'avenir de certains pays sur la voie du développement. Et la Côte d'Ivoire réalise une bonne moisson à la première sortie du Premier ministre dans le quartier des institutions de Bretton Woods. En une cinquantaine de minutes, Amadou Gon Coulibaly réussit à convaincre le Millennium Challenge Corporation, MCC.
mettant sur la table de discussion les performances réalisées en matière de gouvernance. Après 5 ans de négociations et d'observations, le dossier MCC est ainsi bouclé. Résultat, ce sont 315 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire peut encaisser au guichet MCC. Les relations sont excellentes avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration du MCC a approuvé cet appui financier en faveur de la Côte d'Ivoire et nous allons bientôt préparer la signature de cet accord avec la présence du président Ouattara et des officiels du gouvernement américain. Nous avons travaillé sur les indicateurs politiques, économiques, sociaux, pour pouvoir améliorer les conditions favorables à un bon retour sur investissement dans notre pays. Mais attention, l'argent a 2 destinations précises. Le secteur des infrastructures, c'est-à-dire du transport, pour la réhabilitation de certaines voies, en particulier au niveau d'Abidjan, pour adresser les problématiques de mobilité des personnes et des biens. Et la deuxième composante, c'est le renforcement des capacités donc des jeunes à travers la construction, à travers les projets qui favorisent l'emploi des jeunes, notamment les formations qualifiantes et l'accompagnement au niveau de la construction des infrastructures scolaires dans 2 zones particulières, c'est-à-dire la zone de San Pedro et la zone de Boaké, qui sont des zones de potentiel, j'allais dire, en termes de croissance. La signature de l'accord trouvé à Washington est prévue le 7 novembre prochain à Abidjan. Avant le MCC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans le bureau de l'agence multimédia de garantie des investissements, MIGA. Avec la directrice générale Keiko Honda, la délégation ivoirienne est allée défendre la nécessité d'augmenter les financements de ce guichet de la Banque mondiale dans le PND 2016-2020. Adama Konesh, autre titre de cette édition, la Côte d'Ivoire a participé à la 26e édition du sommet sur l'élevage qui s'est tenu en France. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'élevage a rassemblé plus de 5000 visiteurs venus de 84 pays. Victorine Yao Yoboué était l'envoyée spéciale de RTI 1 en France. Des limousines, des charolaises et d'autres races tout aussi impressionnantes les unes que les autres de bœufs. Le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, une vitrine pour la France pour exposer ce qu'elle sait faire de mieux en matière d'élevage bovin. Une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire pour capitaliser cette réussite française. Pour obtenir ce résultat que nous avons vu à environ des fois même un peu plus d'1 tonne par animal, c'est le résultat de plusieurs années de recherche, voire un siècle de recherche en matière de sélection génétique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est des initiatives qui ont déjà eu lieu au mois de juillet. Monsieur le ministre a procédé au lancement dans la zone de Toumoudi de l'insémination artificielle en milieu paysan. Donc pour obtenir les résultats que vous avez vus, il y a la sélection de nos races locales, la race Ndama notamment, et il y a aussi le croisement par l'apport de sang venant d'autres pays, de sang exotique pour améliorer le cheptel national. Cette expertise en élevage, la France veille à la préserver. Le meilleur moyen, transmettre la passion de la profession aux jeunes générations. Le taureau qui est ici est un taureau de race limousine. Il s'appelle Jardiland et il fait environ 1150 kg. C'est un animal qui est né chez moi. Il est de type mixte, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois avec des qualités bouchères et des qualités d'élevage. Donc il sert à la fois à produire de la viande et à produire des femelles de renouvellement qui elles-mêmes feront des vaches. Si ces jeunes éleveurs sont aussi bien outillés, c'est parce qu'ils sont encadrés par des structures de formation. Parmi elles, les maisons familiales rurales créées depuis plus de 70 ans en France. Les maisons familiales rurales MFR existent au Cameroun et au Togo. Ces pays ont perçu la nécessité de former de façon pratique leur jeunesse à l'élevage et à l'agriculture, des secteurs dont la rentabilité est évidente en Afrique. Victorine Yao Yoboué, la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est célébrée ce vendredi. Cette cérémonie vise à sensibiliser les communautés sur les mesures à prendre afin d'éviter les risques de catastrophes. Adrienne Grasse
Kando. Les catastrophes naturelles, telles les inondations, les glissements de terrain, affectent chaque année des millions de personnes dans le monde. Pertes en vie humaine, destruction d'habitats sont entre autres dommages causés. Les catastrophes ralentissent le développement et entraînent chaque année des pertes économiques. La prévention des catastrophes naturelles est une question qui nous concerne tous. Et grâce à des investissements tangibles dans ce domaine, nous réduirons la vulnérabilité et protégerons les acquis du développement dans notre pays. La Côte d'Ivoire subit ces dernières années des catastrophes naturelles. Pour venir à bout de ce fléau, des initiatives sont prises. La Côte d'Ivoire a ainsi mis en place sa plateforme nationale de réduction de risques de catastrophes. En 2012, vu le caractère multisectoriel et multidisciplinaire de la problématique de la réduction des risques de catastrophes, la plateforme nationale sert de catalyseur pour une meilleure compréhension et connaissance des aléas naturels afin de donner des orientations aux différentes parties prenantes pour intégrer les mesures d'atténuation des risques dans la planification du développement au niveau sectoriel et local. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à s'approprier le cadre de Sendai 2015-2030 adopté par 187 pays lors de la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes. Ce cadre examine les progrès accomplis dans le monde en matière de réduction des risques de catastrophes. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était hier à la base navale de la Marine nationale dans le cadre d'une visite de travail et de prise de contact avec ses hommes. Cette visite lui a permis d'apprécier les conditions de travail et de vie des marins ivoiriens à Boussanogo. Véritable immersion dans le milieu de vie et de travail des marins ivoiriens. C'est ce que l'on peut retenir de cette journée passée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, avec les soldats de la mer à leur base. Une visite pour toucher du doigt le quotidien opérationnel de la Marine nationale. D'abord, le quai de stationnement à la base annexe au plateau, en pleine réhabilitation pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Ensuite, le centre opérationnel de la Marine nationale à la base navale à Lokodjiro. Un centre qui a pour mission d'assurer le contrôle des eaux maritimes à travers une surveillance constante et de recueillir des informations sur tous les navires qui traversent les eaux ivoiriennes. Et enfin, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu à l'ATEMA, l'atelier de la Marine nationale qui a pour mission le soutien de la flotte de la Marine nationale. Cet atelier est chargé d'assurer le maintien en condition opérationnelle des navires et vedettes. Revenus à la base annexe au plateau, les marins ont témoigné leur gratitude au ministre d'État Ahmed Bakayoko. Nous sommes heureux et fiers de votre nomination parce que, connaissant votre sens de l'honneur, votre sens élevé du devoir, et votre rigueur à la tâche, vous saurez relever le défi de la projection de notre outil de défense vers l'émergence annoncée pour l'horizon 2020. En retour, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué l'action des marins dans la protection des eaux ivoiriennes, puis leur a dévoilé sa vision. La priorité principale de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est d'abord de prendre soin des hommes qui l'animent. Le président de la République a déjà dégagé un budget important pour que nous puissions rénover toutes les cuisines ou construire des cuisines neuves et des réfectoires neufs. Mon ambition avec vous, ça va être de faire en sorte que la marine de la Côte d'Ivoire soit la dimension de ce que la Côte d'Ivoire est dans l'environnement géostratégique, sous-régional et continental. Les enjeux sécuritaires avec la piraterie maritime, son lot de trafiquants de drogue, avec la pêche illégale, détermine la puissance économique des pays. Après cette visite de prise de contact et de travail, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko se rendra dans les autres unités de l'armée pour inviter les soldats à la cohésion et à la discipline.
La Société ivoirienne de neurochirurgie organise depuis hier jeudi son premier congrès scientifique à Grand Bassam. Au menu, des échanges d'éminents, spécialistes nationaux et internationaux sur plusieurs thèmes. Issa Yeo Chonan pour RTI 1. La neurochirurgie traite toutes les affections du système nerveux central partant du cerveau jusqu'à la moelle épinière. Un premier congrès des spécialistes a lieu à Grand Bassam à l'initiative de la Société ivoirienne de neurochirurgie. Il est l'occasion pour les experts africains de faire le point des avancées et de partager leurs expériences. La Société de neurochirurgie est récente. Il était important quand même de marquer cet événement scientifique et d'échange avec tous les autres confrères, autant de la sous-région que de l'étranger. Les résultats sont très satisfaisants. Depuis un an, nous avons opéré à peu près 25 patients par ces nouvelles techniques. Les neurochirurgiens se comptent du bout des doigts sur le continent. La rencontre de Grand Bassam est donc la bienvenue pour se pencher sur la formation. Dans les années 2025, on va se retrouver avec beaucoup plus de jeunes et c'est justement l'organisation de ces congrès qui permettent à la fois d'échanger, permettent également de former nos jeunes et puis permettent d'accéder maintenant aux nouvelles technologies. La prise en charge des malades est rare. Les experts africains sollicitent l'aide de l'État. Les patients sont pris en charge souvent par des mécanismes qui ne touchent qu'une petite partie de la population. C'est la notion de couverture maladie universelle qui est aujourd'hui à l'ordre du jour dans tous les pays, d'Afrique en tout cas. Pour les jeunes neurochirurgiens, la rencontre de la ville insulaire vaut son pesant d'or. Un congrès international a cette portée de pouvoir déjà appeler d'autres confrères et surtout de pouvoir poser des jalons à une collaboration qui peut être régionale, internationale. Ce premier congrès des neurochirurgiens est également une aubaine pour les laboratoires de mieux faire connaître leurs produits pharmaceutiques à travers des stands. 13 pays africains sont présents à ce premier congrès. Les initiateurs de cette rencontre scientifique envisagent de faire tournant les prochains congrès. Issa Yeo Chonan. Les professionnels du protocole et des relations publiques se sont donné rendez-vous ici à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur la modernisation de leur secteur d'activité. Davis Oyo, Astotouré. Modernisation du secteur du protocole et des relations publiques. Ce sujet a réuni une vingtaine de professionnels nationaux et internationaux du métier à Abidjan. Nous sommes autour de 3000 personnes qui exercent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est un métier très précaire puisque en général l'on est lié à une personne parce que le lien dans le protocole, un des liens importants entre le responsable du protocole et son supérieur hiérarchique, c'est la confiance. En général c'est un neveu, c'est une personne de confiance que l'on prend et après quand le patron n'est plus là, on se retrouve parfois chauffeur de taxi. Donc il faut apprendre le métier et il faut faire de sorte que, assez généralement, que ces personnes-là puissent avoir un plan de carrière. C'est également l'occasion pour les experts du métier de partager leurs expériences pour permettre aux plus jeunes d'acquérir un certain nombre de rudiments dans l'exercice de cette activité. Le protocole, mettons d'abord, c'est un sacerdoce. Donc il faut pouvoir aimer ce qu'on fait, se mettre à la disposition totale des personnes que nous servons ou des parties que nous servons et puis améliorer, donc organiser le quotidien de ces personnalités. Étant passionné de protocole, parce qu'étant un professionnel de métier, ce n'est que ce qu'on souhaite, avoir ce genre d'opportunité, avoir ce genre d'école de formation en vue de pouvoir se perfectionner. Cette rencontre internationale est organisée en prélude du 3e rendez-vous international des professionnels du protocole et des relations publiques dénommé Abidjan Contact Protocol 2018. Cet événement se tiendra du 8 au 12 mai 2018. Le Japon offre du matériel performant audiovisuel à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. La cérémonie de remise a eu lieu hier jeudi après-midi ici dans les locaux de la RTI à Cocody en présence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné. Ce sont des caméras, des tables de montage et bien d'autres matériels qu'a réceptionné le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Franck Kouadio, reportage.
Du matériel pour la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, ses caméras, tables de montage et autres accessoires de reportage sont offerts par le Japon. C'est le fruit de la coopération entre les deux pays qui avait signé le 21 décembre 2015 un accord de partenariat technique traduit par un projet portant sur une aide d'environ 300 millions de francs CFA. Cette remise de matériel est à inscrire dans le cadre de cette coopération qui prend en compte le renforcement des capacités des agents et la remise de matériel. Occasion pour le représentant de la coopération japonaise en Côte d'Ivoire de situer le cadre. Le projet permet d'approvisionnement en équipement, d'enregistrement, d'édition et de diffusion et leurs accessoires. Et il apportera le bénéfice aux chaînes RTI 1, RTI 2 et vers la chaîne locale telle que RTI, Boaké, etc. Du matériel qui arrive à point nommé. La RTI est inscrite dans une dynamique de déploiement à travers tout le pays et ce matériel va redynamiser les différentes chaînes et stations régionales. Au niveau du matériel, cela va nous permettre d'installer de nouveaux correspondants en Côte d'Ivoire. Donc dans le nord du pays, dans l'est du pays, nous allons renforcer le réseau. Dans le sud-ouest également, nous allons renforcer le réseau de correspondants. Et cela va même soutenir certaines initiatives. Nous nous organisons pour donner beaucoup plus de visibilité à l'actualité régionale, puisque nous avons maintenant des correspondants. Donc ils vont pouvoir rendre compte aux Ivoiriens de tout ce qui se passe, de la richesse et de la diversité. L'État représenté par la tutelle, le ministre de la Communication Bruno Dabanye-Koné a exprimé sa satisfaction. Tout ce que nous avons besoin de vous demander, c'est de continuer à faire votre travail, à le faire avec responsabilité, à le faire avec professionnalisme. Pour le reste, nous nous assurerons que vous avez les moyens de faire correctement ce travail pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Autre point marquant, visite à des studios et plateaux du journal, le département artistique et la production, délégation japonaise et tutelle ont voulu constater de visu les potentialités techniques de la RTI. Des sociétés de dépannage et de remorquage sillonnent les communes du district d'Abidjan pour porter secours aux automobilistes en difficulté ou enlever chez les véhicules immobilisés pour cause de panne. Mais cela n'est pas souvent apprécié par les Ivoiriens. Que font exactement ces sociétés de dépannage? On en parle avec Christelle Ménon. Monsieur, non, monsieur. Ici, on ne regarde pas ici. On vous comprend. Non, attendez. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur. 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 Calmez-vous. On va le demander. Tu n'es pas en panne. Tu peux démarrer. Il faut monter. Regarde, calmez-vous. Enlevez. Monsieur, écoutez-moi. Si vous n'êtes pas en panne, montez simplement. On a compris. Tuez-moi. Levez-vous. Non, je me lève. Fou de rage, cet usager refuse tout dialogue, bien qu'ils sont en infraction sur une voie à grande vitesse. Le monsieur a garé sur une voie publique. Nous sommes sur l'autoroute du Nord. On ne peut pas stationner comme ça sur l'autoroute du Nord. C'est une voie à grande vitesse. Donc quand une voiture est sur l'autoroute du Nord, qu'elle est garée, qu'elle est mal stationnée, on a le droit de l'enlever et l'envoyer au district. Moins théâtrale, Larissa a assisté impuissante et sans ménagement à l'enlèvement de son véhicule. Un jeudi soir à 19h, j'ai une panne au niveau du boulevard Latry. La batterie qui ne fonctionne pas très bien, mais que j'arrive à gérer quand cela arrive. Et là, je vois débarquer des gars avec leur remorqueuse. Je leur dis non, laissez, je sais comment gérer ma panne. Donc j'ouvre le capot, malgré qu'ils essayent de fermer le capot, j'ouvre le capot, j'essaye de faire redémarrer le véhicule. Au moment où je descends de la voiture pour refaire la manœuvre, qu'ils ont déjà essayé de remorquer ma voiture, ils ont attaché le véhicule. J'ai beau demander, supplier, demander pardon, ils ne veulent rien savoir. Ils ont déjà remorqué mon véhicule, ils me tendent une vieille feuille plutôt froissée pour me dire d'aller rechercher ma voiture à la fourrière. Direction Yopougon-Jesco, la plus grande fourrière du district d'Abidjan, ouverte depuis 1979. Ici peuvent s'entasser environ 1200 véhicules. Une fois entré, le véhicule enlevé peut être réparé à la demande de l'automobiliste. Le coût de la prestation dépend de la panne et le véhicule n'est restitué qu'après règlement total. Ça varie de 40 000 francs à 250 000 francs selon les voitures de type F.
Dans les paramètres, il y a la taille du véhicule, il y a la distance parcourue et il y a le type d'opération. Vous comprenez que pour un grave accident pour lequel nous prenons 4-5 heures pour faire l'enlèvement, ne sera pas tarifé au même tarif qu'une voiture qui est en panne et qu'on va enlever. En plus de l'enlèvement et des réparations éventuelles, il y a les frais journaliers de garde. Les 3 premiers jours ne sont pas facturés. Au-delà, le compteur s'enclenche. Plus les véhicules restent longtemps, plus les caisses se renflouent, permettant ainsi aux sociétés prestataires de s'acquitter de leurs redevances auprès du district d'Abidjan ou de la mairie concernée. Tarifs excessifs, enlèvements précipités, les plaintes des usagers se multiplient, mais le district rassure. Une brigade de contrôle veille au respect des engagements pris par les sociétés conventionnelles. En cas d'abus, l'usager peut y faire recours. On a ce qu'on appelle la brigade de contrôle urbain qui est en place. Et cette brigade, tourne sur tout le site territoire du sud d'Abidjan. Alors, lorsqu'il y a un abus, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés et nous arrivons sur le champ. Et quand nous faisons le constat que l'usager a raison, on libère automatiquement le véhicule. Les sociétés de dépannage et de remorquage ont pignon sur rue. Tarifs non homologués, concurrence déloyale. L'Observatoire de la fluidité des transports veut assainir le secteur. À notre niveau, nous souhaitons aboutir à un système d'agrément qui fera qu'on saura qui opère et qui travaille sur le terrain et nous donner la possibilité, au besoin de faire un renforcement des capacités pour faire en sorte que ce secteur soit professionnalisé, qu'il y ait une harmonisation des tarifs, que les tarifs soient vulgarisés et que les procédures soient connues là-dessus. Autre projet en maturation, la création d'une grande fourrière dans le district d'Abidjan avec une capacité de 3500 engins. Elle accueillera également les véhicules en fin de vie. Ce qu'il faut retenir, l'entreprise de remorquage doit dépanner tout véhicule en panne mineure sur les voies publiques. L'assistance doit durer au moins un quart d'heure. En cas d'enlèvement, 3 options s'offrent à l'usager. Faire garer son véhicule à domicile, à la fourrière ou dans un garage de son choix, contre une somme allant de 40 à 250 000 francs CFA. Voilà, vous l'avez compris, il y a trop de victimes. C'est un secteur à réguler tout simplement. Élection présidentielle au Libéria. Pour terminer, l'ancien footballeur international George Weah sera en tête des premiers résultats provisoires, suivi de l'ancien vice-président d'Hélène Johnson Sirleaf. Il s'agit de Joseph Boakai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.